Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer dans quelques instants. Merci d'avoir répondu présent pour cette matinée, avec d'autant plus les problématiques de transport. Merci à vous de vous être mobilisés. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Decester, je suis cofondateur de la société Ecodev et on a tenu à organiser cette matinée autour du décret tertiaire avec des spécialistes du sujet que vous ne voyez pas si je me mets devant eux. En l'occurrence, la société Harpastrans qui, de surcroît, est notre hôte et la société Citron représentée par Vianney. On va essayer de donner de l'interactivité à cette matinée. Donc, pour ceux qui sont équipés d'un téléphone, vous pouvez vous connecter à l'application Slido, enfin au site Slido d'ailleurs, et vous pouvez y accéder par le mot de passe ECODEV, E-K-O-D-E-V, et ça vous permet de poser des questions en temps réel que nous recevrons sur l'ordinateur, et de ce fait, on pourra les consulter pendant la phase de présentation et puis pouvoir y répondre de manière interactive également. On va laisser les derniers s'installer. Donc pour faire les présentations, en fait, nous on travaille avec Citron depuis pas mal d'années, enfin depuis quasiment nos créations respectives, avec des complémentarités sur les sujets carbone et énergétiques. Et puis on a le grand plaisir de partager les locaux de Harpastrans depuis 2 ans. Donc on s'est dit que ça serait habile d'organiser cette matinée tous ensemble. Je vais vous laisser dire un mot respectivement sur vos sociétés. Dans ordre alphabétique. Ordre alphabétique, je ne sais pas. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux ce matin. En 2 mots, Harpastrans est un cabinet de conseil qui accompagne la transformation de l'immobilier qui est liée à la transformation de notre société. Et donc, nous avons des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de programmation, d'environnement, de BET environnement sur la partie énergie, sur la partie confort, santé et bien-être et sur la biodiversité. Et nous avons également une activité d'aménagement des espaces de travail. Donc vous êtes dans un environnement que nous avons créé pour nous-mêmes. Voilà, j'espère que Codev s'y sent bien. Voilà. Merci. En tout cas, ça donne envie pour les autres qui s'y sentent pas encore, c'est magnifique. Alors, moi je suis donc le cofondateur, Vianney Raskin, je suis le cofondateur de la société Citron, qui est une société qui s'est fait comme spécialité d'accompagner les grands groupes, les grandes collectivités territoriales, les bailleurs, dans l'accélération de leur transition énergétique. Pour ça, on propose 2 choses. La première, ça va être notre métier historique, c'est du conseil. Donc on a des ingénieurs spécialisés, des mecs brillants, qui accompagnent du coup nos clients sur des problématiques ponctuelles ou récurrentes d'énergétique. La deuxième chose qu'on propose à nos clients, c'est une plateforme web Big Data et IoT qui va permettre à nos clients du coup de collecter, d'avoir accès sur une plateforme web à toutes les données inhérentes à l'énergie d'un patrimoine immobilier. Donc la plateforme web va savoir collecter tout un tas de données, l'analyser et la retranscrire une analyse sous forme d'outils d'analyse, sous forme d'alertes, de rapports, sous forme de recommandations concrètes pour réduire ses consommations énergétiques. Voilà. Merci. Et donc pour notre part, Ecodev, nous on est un acteur 100% dédié au sujet du développement durable. Ça fait 10 ans qu'on a été créé. On est une équipe de 25 personnes présentes à Paris, à Marseille et puis à Lille. Et donc nous on a 3 métiers. On accompagne nos clients sur des prestations de conseil. Et puis ce conseil, on essaie tant que faire se peut de le tourner vers le côté opérationnel pour vraiment mettre en musique ces sujets développement durable et les rendre opérationnels. Et on travaille aussi sur la conduite du changement, sur des thématiques très variées, RSE et climat-énergie notamment. Et c'est justement aujourd'hui cette casquette de conduite du changement qu'on aura sur cette présentation. Pour les éléments de contexte, on est vraiment justement au cœur des sujets développement durable. Il y a une vraie prise de conscience environnementale et écologique autour des enjeux énergétiques et notamment sur la notion
immobilière, puisqu'on représente à peu près 40% de la consommation de l'énergie finale au niveau du secteur du bâtiment au sens large, et un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est également bien sûr un levier de performance financière, puisque moins on consomme d'énergie, moins on a d'empreinte environnementale, mais surtout moins on dépense pour financer cette énergie. Il reste des places devant si vous voulez, madame. Et par rapport à tout ça aussi, on le voit et on va le voir en détail. Allez-y, on vous en prie. Et on va le voir plus en détail. La réglementation se durcit depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc sur ce triptyque, il y a d'autant plus intérêt à agir sur le sujet. Et je laisse Vianney justement présenter ce contexte réglementaire. Peut-être juste avant, rappeler, vous êtes assez nombreux à venir à être arrivés assez récemment, sûrement à cause des grèves. Vous pouvez aller sur Slido, le site internet de Slido, pour poser vos questions au fur et à mesure de la conférence avec le code ECODEV, E-K-O-D-E-V, et vous pourrez, on prendra toutes les questions au fur et à mesure pour y répondre à la fin. Alors, donc le contexte juridique, donc on l'a vu, hein, Ben vient d'en parler, des enjeux environnementaux, des enjeux financiers qui ont poussé nos dirigeants à créer une réglementation pour impulser d'abord et puis pour contraindre ensuite les entreprises et le secteur du bâtiment au sens large à réduire ses consommations énergétiques. Et comme une loi, ça ne se sort pas d'un chapeau, ça fait 10 ans que nos dirigeants planchent sur le sujet. Ça a commencé tout d'abord à l'échelle européenne, quand en 2008, le Parlement européen a voté des objectifs d'abord, en disant que chaque pays, d'ici 2020 du coup, devrait réduire ses consommations énergétiques de 20%, devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% et devrait augmenter sa part de renouvelables dans son mix énergétique aussi de 20%, donc à horizon 2020. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la règle des 3-20, on pourrait même l'appeler des 4-20 quand on prend l'objectif de date finale. Évidemment, comme c'était voté à l'échelle européenne et pour définir un objectif pays par pays, ça avait aucun impact direct sur les bailleurs, les gestionnaires de patrimoine immobilier à cette époque-là. D'ailleurs, moi, à cette époque-là, j'étais encore étudiant, donc je ne pouvais pas vraiment... Un an après, le Grenelle de l'environnement, en 2009, a pour but justement de transposer, du coup, ces objectifs européens en faits concrets à l'échelle française. Donc le Grenelle de l'environnement, le premier objectif qui s'est fixé, qu'il a fixé en tout cas pour la France, c'est de transformer ces 3,20 en 38. Ils ont un sens prononcé des mathématiques. Du coup, l'objectif français était de réduire d'ici à 2020 les consommations énergétiques du patrimoine immobilier de 38%. En se fixant cet objectif, l'idée était de répondre aux 3,20. Un an après, on a un deuxième Grenelle de l'environnement, donc le Grenelle 2, qui va un peu plus loin sur ce sujet-là et qui dit à partir de 2012, donc on était en 2008, donc il laissait un peu de temps, le secteur tertiaire, les bailleurs, les gestionnaires de patrimoine immobilier auraient 8 ans, donc objectif 2020, pour réduire leur consommation énergétique et faire des travaux en matière de rénovation énergétique. Et ça devait être à l'époque précisé dans un décret d'application qui verrait le jour le plus rapidement possible, il n'y avait pas vraiment de date. Alors, à partir de 2010, du coup, on a commencé à beaucoup en parler. On a eu des atermoiements politiques. On a vu un premier décret d'abord paraître en 2017, je ne sais pas si vous vous en souvenez, juste avant le changement de président. On a un gouvernement qui a choisi de faire passer en dernière limite un décret qui du coup était à l'époque pas très bien monté, dans le sens qu'il était très 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 ambitieux. Il essayait, alors qu'on était en 2017, d'atteindre l'objectif de 2020 en imposant en 2017 du coup des travaux, en imposant des choses assez contraignantes avec des résultats très ambitieux pour des bâtiments qui à l'époque devaient faire plus de 2000 m². Donc évidemment ce décret a été retiré parce que impossible à mettre en place, et c'est qu'en 2018 qu'une loi, pas un décret, qu'un article au sein de la loi Elan est paru cette fois-ci pour préciser en fait comment est-ce que les entreprises du secteur tertiaire, comment est-ce que en fait tout le secteur tertiaire au sens large, parce que ça concerne aussi les collectivités, ça concerne aussi
l'ensemble des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² cette fois-ci, pour fixer du coup des objectifs. Ces objectifs, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est réduire les consommations de 30% avant 2040, non, pardon, de 40% avant 2030, c'est pas facile à retenir, de 50% avant 2040 et de 60% avant 2050. Ces objectifs, ils sont très ambitieux, donc je vous conseille de ne pas vous y mettre en 2029. Et pour aider, il y a des places devant hein, pour ceux qui souhaitent. Et donc pour aider les entreprises à s'y mettre le plus tôt possible, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont aussi parlé d'obligations de suivi, on va le voir par la suite. Et en 2018, ils ont quand même dit qu'un décret d'application allait voir le jour pour préciser les modalités du coup d'application pour réduire les consommations énergétiques en ce sens. Parce que de toutes les façons, là, c'était impossible à mettre en place. On n'avait pas suffisamment d'informations. Et donc là, assez récemment, l'été dernier, en 2019, du coup, le fameux décret tertiaire a revu le jour pour préciser tout un tas d'éléments qui fait en fait l'objet de notre conférence aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour atteindre 40% avant 2030, 50%, 60% dans les décennies suivantes. Donc on va préciser à travers ce décret tertiaire le champ d'application, qui est concerné par ces fameuses obligations, quels sont les objectifs qui doivent être atteints en termes de suivi, en termes de diminution des consommations énergétiques, comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, quelles sont les modulations qui vont pouvoir être envisagées pour pouvoir réduire les consommations énergétiques, on va le voir, mais évidemment on ne peut pas demander la même chose à une grande surface qu'à un immeuble de bureau, qu'à une école, etc. Quelles sont les obligations et les possibilités qui sont ouvertes en termes de suivi de consommation énergétique, parce que c'est la première étape, hein. Si vous voulez faire un régime, la première chose que vous allez faire, c'est vous peser le matin sur votre balance. Donc pour réduire les consommations d'un bâtiment, c'est pareil. La première chose qu'il faut faire, c'est le mettre sur une balance, c'est suivre ses consommations. Et évidemment, parce que qui dit réglementation dit souvent sanctions, ou en tout cas carottes. Là, il s'agit de contrôle. Quelles sont les modalités de contrôle pour vérifier que les bâtiments de plus de 1000 m² mettent en place effectivement ce suivi, mettent en place effectivement ces actions pour réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments. Et du coup, derrière, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues, qui concernent soit le suivi, soit les obligations en matière de diminution des consommations énergétiques. Voilà. Ah oui, j'ai pas le... Merci. Alors du coup, je vais me mettre là, comme ça fait un peu d'interaction. Alors, qui est-ce qui est concerné par ce fameux décret tertiaire et par toute cette réglementation qu'on a vue juste avant? Alors, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce fameux seuil de 1000 m². Alors, pour tous ceux qui je vois prendre des photos, vous inquiétez pas, on vous enverra toute la présentation à l'issue de la conférence pour que vous puissiez avoir des photos nettes. C'est moi qui prenne en photo. Alors commencez, allez-y. Alors, donc, ce fameux seuil, donc, c'est 1000 m². Ce 1000 m² tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. La surface qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la surface de plancher. Donc, dans un bâtiment, la surface de plancher, c'est la surface au sol, qui est décotée d'un certain nombre d'éléments, comme les zones techniques, les zones qui concernent les escaliers, comme les zones de parking, etc. Donc, on est vraiment sur la surface de plancher. C'est aussi la surface qu'on donne le plus communément quand on parle de la surface d'un bâtiment tertiaire. Cette surface de plus de 1000 m², on a essayé de le schématiser avec le petit dessin. C'est soit un bâtiment dans son ensemble qui fait plus de 1000 m² en lui-même. Donc c'est le cas entre guillemets le plus simple. Ça peut être, allez-y, je vous en prie, pas de souci. Ça peut être aussi une partie de bâtiment qui fait en elle-même plus de 1000 m². Ou ça peut être sur un même site, quand on a plusieurs petits bâtiments. Je crois que le CEA voulait venir. Le CEA, vous êtes contraint aussi. Pour tous vos bâtiments de Saclay, vous avez plein de petits bâtiments qui font pas forcément 1000 m², mais qui font partie de la même entité fonctionnelle, c'est le terme juridique employé, qui font partie de la même entité fonctionnelle, du coup, qui sont entre guillemets considérés comme un seul site de plus de 1000 m² en soi. Important, je ne l'ai pas noté là, mais je le dis quand même parce que c'est hyper important. Les personnes qui sont contraintes, c'est le bailleur, le propriétaire et le preneur à bail quand il y en a un. Donc c'est à la fois le propriétaire et à la fois le locataire. Il y a des places juste ici, si vous voulez. Vous pouvez pas comme ça. Donc c'est le propriétaire et le locataire qui doivent, main dans la main, entre guillemets, répondre à cette obligation. Donc à l'obligation de suivi, mais aussi à l'obligation de réduction des consommations énergétiques. C'est à eux de se débrouiller, ils font comme ils veulent pour savoir qui va prendre en charge la partie
définition des plans d'action, réalisation des dossiers techniques, on va le voir juste après. Mais par contre, c'est à eux deux de mettre en place les actions en matière d'efficacité énergétique. C'est eux deux qui sont contraints par les sanctions en même temps. Ça veut dire que je dois me dépêcher, ça? Ok. Bon, c'est pas grave. Je coupe le son sur le Mac. Clac. Et du coup, c'est eux deux qui, en fonction des modalités du bail commercial, devront choisir qui met en place quelle action en fonction de si elle concerne plutôt le bailleur ou plutôt le locataire. Alors, concrètement, ce que vont devoir faire ces personnes-là, c'est... Alors, la réglementation, du coup, elle a déjà commencé parce que l'obligation de suivi, elle a commencé au 1er janvier de cette année. C'est-à-dire que dès cette année, vous devez mettre en place une solution de suivi sur chacun de vos sites pour pouvoir, à partir de l'année prochaine, du coup, dire à chaque année quelles sont vos consommations énergétiques sur l'année précédente. Donc ça veut dire que avant le 30 septembre 2021, donc en gros sur le premier semestre 2021, vous allez devoir déclarer sur une plateforme opérée par l'ADEME qui s'appelle Opérat. Je ne me risquerai pas à vous dire ce que veut dire Opérat. Il y a un truc très long, très compliqué et très intelligent que vous pourrez retrouver sur Internet. Mais vous allez devoir déclarer sur cette plateforme un certain nombre d'éléments qui vont permettre du coup à la plateforme Opérat d'abord de vérifier que vous êtes bien entré dans la démarche et ensuite de calculer elle-même où est-ce que vous en êtes en matière de consommation énergétique. Chaque année, vous allez devoir faire cette démarche. Donc, je n'ai pas noté les 10 années, mais 2021, 2022, 2023, etc. À chaque fois, au premier semestre, avant le 30 septembre de chaque année, vous allez devoir déclarer vos consommations énergétiques et un certain nombre d'éléments sur cette plateforme pour chacun des bâtiments pour pouvoir vous mettre en conformité. La première obligation en termes de résultats, donc c'est en termes de résultats sur vos consommations énergétiques, c'est 2030. Donc, il faut que la plateforme calcule, elle, que vous ayez en 2030 réduit de 40% vos consommations énergétiques par rapport à une situation de référence. Cette situation de référence, on va la voir après, vous allez pouvoir la choisir sur une plage de temps donnée. De la même façon, 2040, vous devrez avoir réduit, la plateforme devra considérer que vous avez réduit de 50% vos consommations énergétiques et 2050 de 60%. Alors, pour ça, vous allez devoir travailler, vous allez devoir bosser, il va falloir se retrousser les manches. Vous allez devoir mettre en place du coup une solution de suivi, on l'a vu, mais aussi des actions concrètes en matière de réduction de vos consommations énergétiques. Ces actions, elles peuvent être de plusieurs styles, ou en tout cas là on vous cite les différents styles d'actions qui sont possibles à mettre en place sur vos bâtiments. La principale chose qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez en mettre en place n'importe quel type d'action, puisque de toutes les façons, c'est la plateforme qui va calculer en fonction de vos consommations de l'année 2030 et par rapport aux consommations de l'année de référence, les économies que vous aurez fait. Mais à titre indicatif, il vous donne quand même 4 types d'actions qui sont assez intéressantes. C'est la performance énergétique du bâtiment. Donc là, on va vraiment parler de la performance du bâti. On va parler très majoritairement de la performance thermique de l'enveloppe, mais on va aussi parler de la production, de la distribution, de l'émission, de la régulation du chaud et du froid dans le bâtiment. Donc des systèmes qui peuvent y être présents pour que le bâtiment, de manière intrinsèque, soit performant. Ensuite, vous allez avoir les modalités d'exploitation du bâtiment. Les modalités d'exploitation, on va parler ici des différentes façons d'exploiter un bâtiment. Donc par exemple, quand on met en place un contrat de performance énergétique avec un exploitant, ça permet de faire des économies d'énergie parce que l'exploitant va avoir une activité particulière, une attention spécifique à votre bâtiment pour faire en sorte que la température, par exemple, soit toujours au bon niveau et qu'on puisse concilier confort, sécurité et performance énergétique. Ensuite, vous allez avoir les installations d'équipements performants et dispositifs de gestion active. Alors, quand ils parlent, c'est les termes qui sont utilisés dans la réglementation. Installation d'équipements performants, vous pouvez penser à tout un tas de choses. De la LED, par exemple. Vous pouvez installer de la LED, c'est un éclairage qui est performant. C'est un équipement qui est performant par rapport à d'autres, comme du T8 ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça sur chacun des types d'actions. Sur chaque type d'usage présent dans un bâtiment, vous avez des solutions plus performantes que d'autres. Je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc juste avant, je vous le dis après.
Et alors, quand on parle de gestion active, là, on n'est plus sur l'équipement lui-même, mais on va parler donc en fait de la régulation. Ce qu'on voyait tout à l'heure, où quand je parlais de régulation, je parlais plutôt de régulation par rapport à une température, etc. Là, quand il parle de gestion active, moi, ce que je comprends dans ça, c'est quand on met par exemple un système de GTB, un système, une norme petite horloge, tout simplement. Quand on met un système qui va permettre en fonction de scénarios prédéterminés, éteindre et rallumer les lumières, mettre une température de consigne, etc., etc. Et enfin, l'adaptation des locaux et comportements des occupants. On est à la fois sur les métiers d'Arpastrans et des Codev. Là, sur l'adaptation des locaux, tout simplement, quand les locaux vont avoir une forme différente, où on va centraliser, par exemple, les voies de passage, les différents flux, etc., on va pouvoir optimiser la consommation énergétique d'un bâtiment. Et sur le comportement des occupants, c'est sensibiliser tout simplement, non, avec mes yeux ça a l'air simple, mais je suis sûr que Benjamin vous dira que c'est pas forcément si simple que ça. Mais c'est sensibiliser du coup les occupants à une bonne utilisation du bâtiment dans lequel ils se trouvent. Du coup j'ai oublié ce que je voulais vous dire et que j'avais oublié tout à l'heure. Ah oui si, en termes de performance énergétique, il y a une obligation en termes de diminution des consommations, mais elle peut être modulée entre guillemets d'une façon assez simple. C'est que si jamais vous avez un bâtiment qui... Alors, je vais utiliser les mots qui sont utilisés dans la réglementation, mais qui sont sur un référentiel de bâtiments nouveaux en termes de consommation. Donc, en gros, si vous atteignez un seuil de consommation qui est considéré comme le meilleur possible parce que ça correspond aux meilleures normes actuelles, vous n'avez pas besoin de réduire vos consommations. Si on fait un mélange de ces deux contraintes, soit on atteint un seuil, soit on diminue de 40% ou 30%, de 40%, en fait vous pouvez diminuer de 20% vos consommations, ça suffira si vous atteignez ce seuil-là juste derrière. Dans l'arrêté. Alors, on va le voir juste après. Vous allez voir que là, on parle du décret. C'est vrai que j'ai oublié ça aussi tout à l'heure. Après l'arrêté, donc le décret tertiaire qui est paru l'été dernier, on attend un arrêté tertiaire qui devrait, donc là la consultation, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais la consultation publique est sortie là il y a quelques jours, ça va être mardi ou mercredi. Je ne pourrais pas répondre à des questions sur la... Vous l'avez ? Moi aussi. Mais par contre je ne l'ai pas lu. Pour le coup il est sorti il y a 2 jours. D'accord. En fait, alors j'ai lu l'ancienne version parce que on faisait partie de groupes de travail qui permettaient en fait de négocier un peu avec les personnes responsables au gouvernement de mettre en place ces différents textes de loi. Mais donc cet arrêté, il va prévoir tout un tas de modalités, typiquement comme le seuil en fonction du secteur d'activité, en fonction du type de bâtiment, etc. Il était attendu pour le 15 janvier. Ça m'étonnerait qu'il sorte avant le 15 janvier parce que la consultation vient de démarrer, mais ça va être premier trimestre. Important, vous n'avez pas besoin, le principe d'un décret, c'est ce qu'on appelle souvent aussi un décret d'application, vous n'avez pas besoin d'attendre, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à rentrer dans la démarche est dans le décret. Et on vous présentera du coup ce que contient l'arrêté aussi. On fera sûrement d'ailleurs, comme c'est quelque chose d'assez complexe, l'arrêté, on fera sûrement une autre conférence, on en parlera, mais on fera sûrement une autre conférence pour pouvoir vous en parler spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, la notion de tertiaire, c'est quand l'information n'est pas dans la loi en elle-même, il faut se référer entre guillemets à la définition classique. Donc, le secteur tertiaire, c'est par opposition au secteur primaire et secondaire. Le secteur primaire, ça va être tout ce qui va être extraction, c'est difficile à dire, de minerais, ou de matières premières au sens large. Donc, c'est, je sais pas, on a un puits de pétrole, c'est un site tertiaire, primaire. Ensuite, vous avez tout ce qui va être secondaire. Le secteur secondaire, c'est toute la partie industrie. Donc ça va être la transformation de matières premières en produits finis. Donc c'est les usines au sens large. Et enfin le secteur tertiaire, donc c'est entre guillemets tout le reste, c'est les services, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est très largement du bâtiment de bureau, mais c'est aussi des sites de logistique, c'est aussi des écoles, c'est aussi en fait tous les sites que vous pouvez avoir en tête. Pour tout ce qui est question, je vous invite à les poser sur l'application Slido. Lido, avec le code ECODEV, vous pouvez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous avez envie. On les reçoit au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont arrivés, mais 2, merci. Mais on les reçoit au fur et à mesure, on y répondra à la fin. Ça nous permettra d'être très efficaces. Du coup, j'en étais où ? Alors juste un point, alors évidemment c'est les actions que vous pouvez mettre en place, elles sont modulées si vous avez besoin par exemple de faire une isolation par l'extérieur d'un bâtiment classé.
eh ben, l'État ne vous obligera pas à défigurer votre façade. Donc il y a un certain nombre de sujets que vous n'êtes pas obligé de mettre en place pour pouvoir répondre à l'obligation. Donc en gros, vous serez exempté. C'est ce qu'on appelle des critères de modulation, dont évidemment, si ça modifie l'aspect d'un site classé ou labellisé, ça ne sera pas à faire. Évidemment aussi, si ça contraint en règle de sécurité, vous ne serez pas obligé de faire cette action-là. Si ça contraint au volume d'activité ou en tout cas si les objectifs en eux-mêmes d'action, enfin de consommation à atteindre sont modulés aussi en fonction du volume d'activité. Et le coût de l'action, s'il dépasse un certain nombre de TRI qui sont précisés dans l'arrêté, j'ai en tête 6 ans, 15 ans et 25 ans, mais ça a sûrement changé, enfin peut-être changé depuis la dernière version. En fonction du type d'action, vous allez devoir, vous pourrez dire non, ça coûte trop cher, c'est pas intéressant pour moi, je ne la mets pas en place. Et pour tout ça, vous allez devoir justifier du coup ces modulations par un dossier technique qui, en fait, quand on lit les textes, correspond quasiment trait pour trait à l'obligation d'audit énergétique pour ce que certains d'ailleurs, pas tout le monde, ont dû faire il y a quelques années en suivant la norme NF 16247. Du coup, vous dites voilà, j'ai vu, pour pouvoir dire qu'une action a un TRI trop long, faut ressortir un audit énergétique et dire voilà, vous avez vu, le coût est trop élevé par rapport aux bénéfices que je pourrais en attendre, donc je mets en place cette action et j'ai pas besoin d'atteindre l'objectif attendu. Voilà. Je crois que j'ai fini ma partie. Merci. Donc, comme l'a évoqué Vianney, on a un système de déclaration annuelle pour déclarer la mise en action de la démarche et la déclaration des consommations qui va permettre par la suite de calculer les atteintes des seuils. Donc, il y a deux obligations dans ce décret. Il y a l'obligation de déposer ces différentes informations qui sont là. Et après, il y a l'obligation d'atteindre les objectifs. Donc, c'est bien deux notions différentes qui vont être sanctionnées différemment par la suite. Donc, en termes d'informations à déposer, vous allez avoir le type d'activité sur lequel vous êtes soumis sur le bâti, partie de bâti ou site. Vous allez avoir la surface en question, vos consommations, l'année de référence. Donc, celle-là, elle est calculée sur 12 mois consécutifs qui devra pouvoir être justifiée à la demande. Donc sur base de factures, ou alors sinon si vous avez mis en place un système de monitoring ou autre, les relevés pourront servir de justificatif. À défaut d'avoir une année de référence qui va permettre de calculer une réduction de consommation d'énergie, c'est la première année que vous allez déclarer sur la plateforme qui comptera comme référence. Donc on va le voir un peu plus tard, mais l'année de référence peut être prise jusqu'à 2010. En gros, si vous prenez votre première année de consommation en 2021, peut-être que vous grévez d'éventuelles actions d'amélioration que vous auriez fait entre-temps qui vous permettraient d'atteindre les objectifs. Donc la définition de la consommation de référence est quand même importante. Après, vous allez renseigner tous les indicateurs d'intensité d'usage. Donc là, c'est ce qui va être en cohérence de votre activité, comment vous l'exercez. Donc ça peut être une densité d'occupation, ça peut être une amplitude horaire, des jours, une amplitude de vacances, toutes ces choses-là qui vont dire à un usage de bureau donné, si mon bureau il est ouvert 9h, 20h ou s'il est ouvert 10h, 15h, la consommation associée n'est pas la même et va faire l'objet d'une modulation automatique, on en reparlera un peu plus tard. Donc après, il y a tout un système aussi de consommation, tout un système. Aujourd'hui, il y a deux consommations qui sont isolées, c'est-à-dire toutes les consommations liées à de la récupération de chaleur autoconsommées vont pouvoir être déduites des consommations énergétiques, donc contribuer à la réduction des consommations souhaitées. Et aujourd'hui, il est précisé que tout ce qui est consommation liée à la charge de véhicules électriques n'est pas considéré comme une consommation. Donc ça sort du scope de l'imposition. Bon, aujourd'hui, c'est anecdotique. En 2050, ça sera peut-être significatif. Une fois que vous avez fait cette déposition sur la plateforme, est générée une attestation. Donc cette attestation reprend les consommations, l'émission de gaz à effet de serre, les éventuelles modulations que vous avez intégrées, on en reviendra après quand on parlera du décret, de l'arrêté, et également une étiquette éco-énergie tertiaire qui permet visuellement
de vous dire si vous êtes inscrit dans le tunnel de plus 10, moins 10% par rapport à la courbe tendancielle de réduction d'énergie que vous devez faire sur ce bâtiment. Si vous êtes au-delà de ce tunnel, en dessous de ce tunnel, voilà, c'est un indicateur rapide sous forme de feuilles, une petite feuille verte, 2 feuilles vertes, 3 feuilles vertes, qui permettent en affichage de voir ça. Oui, parce que donc par la suite, une fois que vous avez cette attestation, vous êtes contraint de l'afficher dans un endroit visible dans le bâtiment et accessible à tous. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a les deux types d'obligations qui peuvent faire l'objet d'une sanction sinon respectée. Donc vous avez l'obligation de fournir les consommations et de les afficher suite à l'attestation. Donc ça, dès septembre 2021, vous allez être contraint par cette première imposition. Si elle n'est pas respectée, il y a un rappel pour vous dire que vous avez 3 mois pour vous mettre en cohérence. Et après une période de 3 mois de non-respect, voilà, vous êtes publié sur des journaux, publications. Le Wall of Shame, c'est pas bien, vous n'avez pas respecté. Donc ça c'est la première contrainte. La deuxième qui est un peu plus significative, c'est concernant les atteintes des objectifs. Donc là qui va commencer à pouvoir être jugé en 2031. Donc là vous avez le même mécanisme, c'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint vos objectifs, si vous n'avez pas mis en place de planning travaux, c'est géré en général par le préfet de la commune du bâtiment concerné. Vous allez devoir montrer que vous voulez mettre en place un planning travaux. Donc là, on vous laisse 6 mois pour travailler le planning travaux et le soumettre pour avis. Si jamais ce délai n'est toujours pas respecté, donc là, il est considéré que le propriétaire et le locataire sont censés bien s'entendre et gèrent ensemble la réponse à cette obligation. Si jamais ça ne va pas, l'État se prononce auprès du propriétaire d'un côté, du locataire de l'autre, pour voir si, en une démarche volontaire d'un côté ou de l'autre, eux-mêmes sont prêts à générer un programme d'action d'amélioration. Si après 3 mois de non-réponse, là, on voit que personne n'est enclin à travailler, donc déclenche la sanction financière de 1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale. Donc voilà en ce qui concerne les obligations et sanctions. Oui. Juste un petit point de précision qui est hyper important. Quand on compare les modalités de sanction et surtout de vérification si les bâtiments répondent à cette réglementation, et si on compare à ce qui s'est fait pour l'obligation de l'audit énergétique réglementaire, on voit qu'ils ont un peu changé leur façon de faire. Déjà, ils ne font plus des contrôles aléatoires opérés par la préfecture, ils font un contrôle systématique opéré par la personnalité, donc c'est l'ADEME, par la personne qui est censée intégrer, par le gestionnaire de la plateforme numérique, donc qui est l'ADEME. Donc il y a un contrôle qui est systématique, en tout cas sur la partie suivie. Ensuite, il va y avoir, c'est l'autre élément de comparaison, l'autre élément qui est important, il ne donne plus une amende inatteignable, 2% du chiffre d'affaires. Donc les amendes pour l'audit énergétique, c'était plusieurs millions d'euros, donc ça fait soit très peur, soit les gens se disaient ils vont jamais mettre plusieurs millions d'euros d'amende. Là, on est sur quelque chose de très concret, 7 500 € pour le locataire et 7 500 € pour le propriétaire, et par bâtiment. Quand on est propriétaire de ces bâtiments, ça peut commencer à chiffrer, mais on est sur quelque chose, je vais dire raisonnable, je ne sais pas si c'est raisonnable, mais en tout cas, ils n'hésiteront pas à payer. C'est plutôt légitime. Un dernier élément de précision, ce qu'on appelle le Wall of Shame, le mur de la honte, c'est en cas de la publication du nom des entreprises, des personnes morales ou des personnes physiques qui ont pas respecté l'obligation. On est sur la partie suivi. Donc si jamais vous ne faites pas le suivi de vos consommations énergétiques, c'est le Wall of Shame. Si jamais vous n'atteignez pas les résultats, mais bon, pour approuver les résultats, il faut pas le suivi, vous avez l'amende. Donc, une fois qu'on a fini un peu les dispositions de l'arrêté, du décret, il y a un arrêté qui vient préciser tout ça sur toutes les notions de modulation. Donc, la situation de référence, notamment, je vous l'ai évoqué. Donc, c'est une consommation qui doit être sur 12 mois consécutifs.
et à défaut de l'avoir renseigné, eh bien, c'est la première année renseignée sur la plateforme qui va faire foi. Donc cette année de référence est importante à prendre en compte. Vianney reviendra dessus un peu plus précisément après. Après, vous avez différentes modulations possibles, c'est-à-dire que vous pouvez justifier de la non-atteinte des objectifs de par un caractère particulier du bâtiment. Donc il y a plusieurs exclusions possibles, exclusions, modulation. Le côté architectural, donc je suis dans le cadre d'un bâtiment classé, dans le cas d'un bâtiment historique, voilà, tout ce qui est atteinte de 60%, j'ai sûrement des contraintes d'enveloppe à gérer sur ces bâtiments-là, difficiles à envisager. Donc on va accepter que je ne fasse pas certains travaux. Devra être motivé, donc il y a aussi l'exclusion du volume d'activité. C'est-à-dire que ça, c'est un calcul qui est fait automatiquement sur les indicateurs d'intensité d'usage que je vous ai précisé tout à l'heure. En fonction du volume d'activité que vous avez, la modulation, elle, pour le coup, est faite automatiquement. C'est-à-dire qu'à l'année de référence, vous aviez un bâtiment 9h-20h. 10 ans après, vous déclarez qu'en fait, il y a eu un changement de société dedans. Finalement, il ne fonctionne que 10h, 15h. Bon, la modulation va se faire automatiquement. Après, vous avez une modulation permise sur des TRI, des temps de retour sur investissement, des actions proposées, mises en place dans les différents outils qui vous seront mis à disposition, tels que les audits énergétiques, si ceux-ci sont jugés disproportionnés par rapport au marché. Jugé disproportionné dans l'arrêté, c'est précisé. Tout ce qui est mécanisme sur l'enveloppe, c'est des TRI supérieurs à 30 ans. Tout ce qui est des mécanismes sur les systèmes, c'est supérieur à 15 ans. Tout ce qui est régulation ou autre, c'est des TRI supérieurs à 6 ans. Donc il n'est pas dit que si vous prouvez que votre TRI est supérieur à 30 ans, vous ne devez pas faire de travaux sur l'enveloppe. Il est dit que vous devez faire le maximum et que c'est le nouveau maximum qui devient votre objectif. Donc il y a une notion de remplacement d'objectif par le mieux que vous pouvez faire. Donc ça, c'est valable pour le TRI, qui doit être justifié par une note de calcul économique. Sur tout ce qui est notion architecture, là, ça doit faire appel à un dossier avisé d'un avis circonstancié d'une personne du métier, donc un architecte ayant les capacités dans ce domaine, labellisé architecture patrimoine ou un architecte des bâtiments de France, en fonction de la typologie du patrimoine à exclure. Donc voilà, donc ça doit faire l'objet d'un dossier technique qui est déposé, et suite à son approbation, on accepte la modulation qui elle-même est proposée dans le dossier technique. Donc concernant l'énergie, c'est mis en place par un acteur qui soit répond aux critères dénommés par la loi DADU, par exemple, pour faire un audit énergétique. Ça peut être aussi un ingénieur conseil ou une personne en interne ayant les compétences techniques. Donc là, c'est des études énergétiques qui visent à dire, voilà, mon programme d'action, c'est ça. Au vu de ce programme d'action, j'ai beau faire le maximum, j'atteins que 50%, je suis au taquet. Et en plus, sur mes 50%, j'ai 2 actions, mon TRI est supérieur. Donc au final, ça sera 40. Et voilà comment je vais moduler mon programme d'action. Donc cette modulation est motivée et fait l'objet d'une acceptation après ou non. Peut être demandé de réévaluer et dire ok, vous avez dit ça, c'est pas mal. Par contre, sur cette partie-là, on n'est pas d'accord. Vous pouvez pousser un peu plus le levier pour changer. Donc ça, c'est toutes les conditions de modulation d'objectifs. J'en ai parlé. La désignation de l'opérateur, on en a parlé également. Il y a une notion qui est importante, c'est que cet objectif peut être atteint à l'échelle d'un patrimoine. C'est-à-dire que vous pouvez faire un jeu de plus et de moins à l'échelle d'un patrimoine. Le calcul de la plateforme Opérate va être fait sur chacun des bâtiments unitairement. Et si ce bâtiment respecte les données de consommation référence, alors il y a 2 consommations. Il y a une consommation absolue, qui est une consommation seuil, qui vise par rapport à un marché du nouveau bâtiment. Donc plutôt pour les bâtiments performants. Je suis à 150 kWh par mètre carré, le seuil c'est 120, faut que je gratte la différence. Parce que 60% je les aurais pas, puisqu'au final l'état de l'art c'est plutôt 90 kW, donc je serai jamais à
à 60%, ou une valeur dite relative qui est en pourcentage exprimé, 40, 50, 60 tel qu'on l'a exprimé. Et donc chaque bâtiment sur un patrimoine, s'il atteint l'un des deux de ces objectifs, on mesure le plus grand écart par rapport à l'un des deux de ces objectifs de dépassement de consommation, enfin de dépassement d'objectifs, et ça offre une espèce de réserve de consommation que l'on peut attribuer aux différents autres bâtiments qui n'atteindraient pas leurs objectifs. Donc cette répartition est faite dans un premier temps de façon automatique par la plateforme et charge à la personne qui est assujettie de le moduler en fonction de ses contraintes opérationnelles, financières. Voilà. Donc ça c'est un point qui est intéressant pour les patrimoines. On peut avoir des bâtiments sur lesquels on est très contraint, d'autres on l'est moins, et donc le but c'est qu'au global, l'objectif soit atteint. Donc on va présenter les bonnes pratiques pour, maintenant qu'on a décrypté un peu le décret, comment bien s'y prendre. Pardon. Merci. Alors, ah mince, il faut que je me mette là-bas parce que c'est... Alors, on a réalisé cette petite infographie. L'objectif de cette infographie, c'est vraiment de découper les étapes successives qui, selon nous, sont à suivre pour pouvoir répondre à cette obligation de manière intelligente. Et donc, l'idée, là, c'est qu'on parcourt rapidement ces 6 étapes pour que vous ayez une idée de comment faire à partir de maintenant et pour les 40 prochaines années pour répondre à cette obligation. 30 prochaines années. Ça fait peur, d'ailleurs, quand on dit ça. Hein. C'est-à-dire que ça sera à peu près toute notre carrière. À moi, oui. Bah, ça sera tout le restant de votre carrière aussi. Hein. Oui, la réforme des retraites n'est pas passée. Oui, on est à l'abri de rien. Alors, la première étape, donc on l'a vu, cette obligation, elle concerne à la fois le propriétaire et le locataire. Du coup, la première chose à faire quand on est locataire ou quand on est propriétaire, c'est d'aller voir le propriétaire ou le locataire. Il va falloir se mettre d'accord, il va falloir échanger sur comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette obligation. Donc il y a plein de façons de faire. L'objectif de cette réunion, c'est de définir une ligne directrice sur les 30 prochaines années pour dire, voilà, moi je me projette comme ça avec le bâtiment, voilà ce que nous impose la réglementation, voilà comment est-ce qu'on pourrait y répondre. D'ailleurs, je vous conseille de venir armé de cette petite infographie, ça vous aidera. Un autre conseil qui est à mon avis intéressant, c'est de se former à la réglementation. Donc là, vous en avez un premier aperçu global, mais bon, malheureusement, en 1h30, on ne va pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail. Donc c'est vraiment se former à la réglementation. Il y a un certain nombre de formations là qui sont en train d'apparaître. D'ailleurs, Citron est en train de mettre en place un système de formation. On est en train de travailler avec un avocat spécialisé sur le sujet pour pouvoir justement du coup proposer ce type de formation. Et si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie ou vous ne pouvez pas pour une raison X ou Y vous former à la réglementation, vous pouvez tout simplement venir accompagner d'un energy manager, donc la personne qui vous accompagne pour répondre, pour accélérer votre transition énergétique au jour le jour. C'est venir accompagner de cette personne-là au rendez-vous avec le propriétaire ou le locataire pour tout simplement avoir quelqu'un qui est formé du coup aux aspects juridiques, mais aussi aux aspects énergétiques, et qui pourra aiguiller soit vous, soit les deux personnes, le locataire et le propriétaire, dans la démarche. Évidemment, si vous êtes propriétaire et locataire, vous n'avez pas besoin de vous rencontrer. Ensuite, la mise en place d'un... Ah oui, j'ai vu que ça répondait à un certain nombre de questions. La deuxième étape, ça va être la mise en place d'un système de suivi, voire même d'un système de management des consommations énergétiques, ce qu'on appelle un SME. Le plus important, c'est un système de suivi. Alors ce système de suivi, en fonction de votre patrimoine immobilier, que si vous avez un seul bâtiment, si vous en avez 5, si vous en avez 100, si vous en avez 1000, il va pas forcément vous n'allez pas forcément avoir besoin du même système de suivi. Si vous avez un seul bâtiment ou une seule partie de bâtiment, vous allez pouvoir tout simplement décider d'avoir un tableur Excel sur lequel vous reportez une fois par an vos consommations énergétiques, ou une fois par mois plutôt, parce que l'échéance de facturation sur un bâtiment de plus de 1 mètre carré, c'est souvent le mois. Donc une fois par mois, vous allez répertorier vos consommations énergétiques et vous aurez à la fois le système de suivi, donc ce fameux tableur Excel, et les éléments justificatifs à fournir à l'ADEME en cas de contrôle, qui sera en fait les factures que vous mettrez dans un dossier spécifique rattaché à ce tableur. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire accompagner, donc là c'est plutôt recommandé quand vous avez entre
on va dire 5 bâtiments, donc un patrimoine immobilier un peu plus important qui vous donne du coup 5 bâtiments, ça peut vite faire 3 énergies sur un site, 15 factures par mois, à reporter avec des factures plus ou moins différentes, du coup avec des énergies qui ne sont pas à prendre de la même façon, etc. Il faut potentiellement assez rapidement avoir un peu un background en énergie pour pouvoir le faire. Donc là, ce qu'on va pouvoir vous conseiller, c'est de vous faire accompagner par un expert en efficacité énergétique qui va tenir pour vous un système de suivi et qui va s'occuper pour vous de faire la remise sur la plateforme web et de vous accompagner à la hauteur de ce que vous aurez choisi dans cette démarche. Si vous avez un parc immobilier qui est plus important que ça, j'ai pas coupé le son tout à l'heure ? Bon, je l'ai recoupé. Si vous avez un parc immobilier qui est plus important que ça, il va falloir mettre un peu de digital, d'automatisation en tout cas dans le système. Donc là, ce qu'on va vous conseiller, c'est de mettre en place une plateforme web comme Citron, mais il y en a d'autres. Donc une plateforme web qui va permettre de suivre vos consommations énergétiques, de les analyser après derrière, mais surtout de les suivre du coup pour cette étape-là et du coup en un clic exporter un fichier CSV que vous pourrez après derrière mettre directement sur la plateforme de l'ADEME, la plateforme Opérate, pour que le suivi le suivi réglementaire se fasse automatiquement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, un autre intérêt du système de suivi, au-delà de vous permettre de faire le suivi légal, ça va être de faire justement de choisir l'année de référence, l'année qui va parce vous savez, on parlait tout à l'heure de consommation de référence, c'est la consommation d'une année de référence, les 12 mois consécutifs. C'est l'année par rapport à laquelle vous allez vous situer pour pouvoir atteindre les 40% de consommation avant 2030. Donc cette année de référence, alors soit vous êtes quelqu'un de très méthodique, vous avez depuis 2010, ça répond à une autre question d'ailleurs, vous avez depuis 2010 consciencieusement fait un suivi de vos consommations énergétiques, c'est le cas de pas mal de personnes. Si vous avez fait ça, vous pouvez choisir. Donc en général c'est soit notre tableur Excel ou le GTB, ça arrive aussi. Vous pouvez choisir en vous appuyant sur vos systèmes actuels, vos systèmes de suivi actuels, votre année de référence. Et alors là vous allez pouvoir choisir votre année de référence de plusieurs façons. Soit vous prenez la première année pour laquelle vous avez des données. Parce que, et en général quand on fait ce choix-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc c'est l'année en cours, donc en gros l'année 2020, qui est l'année où vous êtes obligé d'avoir un système de suivi. Donc ça sera l'année de référence par défaut si vous n'avez pas d'autres consommations. Ou les années précédentes, 2017, 2018, 2019. Ensuite, vous allez pouvoir aussi, alors, la logique voudrait que pour minimiser vos efforts en matière de réduction de vos consommations énergétiques et surtout pour valoriser les efforts que vous avez déjà faits, vous allez choisir l'année où la consommation a été la plus importante. Si en 2014 vous avez battu des records en matière de consommation énergétique, prenez cette année-là parce que depuis 2014, les efforts que vous avez faits, ils ont payé, ils doivent être valorisés d'un point de vue légal comme d'autres points de vue. Et vous pouvez du coup capitaliser sur les actions que vous avez déjà faites depuis 2010 pour pouvoir répondre à l'obligation. Donc je crois qu'il y avait une question qui était j'ai pas les consommations de 2010, comment je fais ? En fait, c'est pas l'année 2010, c'est depuis 2010. Vous pouvez choisir une année de consommation, celle qui vous arrange. Et donc ça revient un peu au même, mais vous pouvez aussi choisir une année sur laquelle, juste avant que vous ayez fait beaucoup de travaux en matière d'efficacité énergétique. Ça correspond souvent aussi à l'année où la consommation était la plus importante. Je te passe la parole pour la suite. Je m'aperçois que tout à l'heure je ne me suis pas présenté. C'est important pour ce qui va suivre parce que là on parle réglementaire et puis là je vais rentrer un peu technique. Je vais éviter de trop vous embêter, mais donc Thomas Caillard, société Arpas Trans, je suis responsable de l'activité ingénierie de la performance. Donc voilà, on va parler un peu comment on diminue les consommations, les simulations. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis en place un système de suivi des consommations et qu'on a choisi son année de référence, il faut travailler. Donc c'est là où les choses dures commencent. Donc avec la définition d'un plan d'action. Donc la définition d'un plan d'action, aujourd'hui, on va le revoir un peu, mais pour les grandes entreprises, elles ont la chance, elles ne pensaient pas jusqu'à maintenant, mais elles ont la chance d'avoir l'obligation d'audit énergétique qui va pouvoir grandement nourrir ce plan d'action. Pour les bâtiments qui ne sont pas appartenant à des grandes entreprises, il va falloir mettre en place un audit énergétique, a priori, sauf si quelqu'un est sachant immédiatement sur le sujet, c'est le seul moyen de venir définir un plan d'action.
Et une fois qu'on a ce plan d'action sur un bâtiment ou sur une totalité d'un parc, il va falloir identifier les consommations. Donc là, c'est le SME qui le permet. Prioriser les actions en fonction des atteintes des objectifs à l'échelle d'un bâtiment ou de l'ensemble du parc. Après ça, on déploie les actions d'économie d'énergie. Donc là, soit vous avez des compétences en interne avec une cellule technique ou autre, soit sinon vous faites appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est compétent sur le sujet de l'énergie. Et après, il y a ce mécanisme récurrent tous les ans, donc imposé par la réglementation de venir déposer ces nouvelles consommations, mais c'est imposé pour vous permettre de suivre vos consommations et de voir où est-ce que j'en suis. Le but, c'est pas de faire des actions en 2025 et d'attendre et de dire, bon, d'après mon plan d'action que m'a fourni mon audit énergétique, en 2050, je suis à moins 60. Je lève le crayon en 2045, ah bah mince, il me manque 40% à faire. Donc voilà, le but, c'est que tous les ans, je m'interroge, je mette à jour mes plans pluriannuels de travaux pour maintenir l'effort et rester dans ce tunnel qui est suggéré par l'arrêté des plus 10, moins 10%. Donc quand on définit un plan d'action, en mode zoom. Voilà. Donc pour définir le plan d'action, on retombe sur une méthodologie de rénovation classique, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément liée à la réglementation, mais qui est plus lié aux bonnes pratiques en thermique et en bâtiment. Donc la décomposition que je vais faire ici est une vision thermique qui est souvent, on va voir pour les phases 2 et 3, inversée dans une logique économique et court-termiste. Donc la première des choses à faire, c'est de travailler sur consommer juste, c'est-à-dire éviter tous les gaspillages, réduire les choses non utilisées. Donc là, on va travailler sur de la régulation, on va travailler sur la sensibilisation des personnes, où Benjamin nous détaillera un peu plus longuement le sujet. Et là, ça passe par tout type d'action, la régulation. Donc par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai audité une grande tour à la Défense, plus de 80 000 m². Ça fonctionne lundi, vendredi, et il y a quelques travailleurs acharnés du samedi. 50 personnes. Bon, 50 personnes, tour de 80 000 m². Aujourd'hui, on déclenche les centrales de traitement d'air 4 heures le samedi pour apporter de l'air neuf à ces 50 personnes. On peut s'interroger, est-ce que 60 000 m³ pour 50 personnes, elles vont bien respirer, c'est sûr. Voilà. Là, par exemple, on a un peu une source de gaspillage. Est-ce qu'on peut pas travailler sur le sujet au vu de l'occupation et donc de l'indicateur d'intensité d'usage évalué sur cette période. Après, on a le consommer moins. Donc c'est là où le paradigme entre la thermique et l'économique se fait un peu. Le consommer moins vise à réduire ses besoins. Donc notamment sur des travaux d'enveloppe, des travaux sur les imports internes, où là on vient chercher des gros gains en énergie, donc supérieurs en général à 30%, mais également des forts investissements. Donc en général, on est un peu frileux à aller sur ce sujet-là et on se dit je préfère aller gagner à la strate d'en dessous du consommer mieux sur mes équipements, par exemple. Je préfère changer mon groupe froid, ma chaudière, ou remplacer ma chaudière par une PAC parce que je gagne entre le COP de 1 pour la chaudière très performante et mon COP de 3 sur ma PAC. Voilà, j'ai un facteur 2 immédiat, je gagne 30% de ma consommation chaud, 30% de ma consommation froid. C'est quelque chose qui est plus naturel. Par contre, une fois que j'ai remplacé ma chaufferie par un système thermique qui me permet d'assurer mes besoins de bâtiment, après, il faut que j'aille chercher les derniers pourcents pour asseoir mes 60% finaux. Et là, il y a de bonnes chances qu'il faille à un moment donné que je m'attaque au bâti. Et quand je vais m'attaquer au bâti, je vais venir dégréver mes besoins de 10, 20, 30%. Et là, je vais me retrouver avec un système énergétique qui va être mal dimensionné, qui va être dimensionné pour assurer 100 de besoins alors qu'en fait je vais en avoir que 60. Je vais fonctionner dans les mauvaises plages de fonctionnement de la machine. Donc en fait je vais avoir un investissement sur une machine
qui certes dans une vision court-termiste me sera rentable, et si j'ai une vision plutôt long terme, et ben en fait je vais venir dégréver. Au début on me dit sur 15 ans je rembourse mon investissement, et en fait comme sur les 10 dernières années je vais fonctionner à moindre régime, ça va peut-être me prendre 20 ans, et entre temps je n'aurai pas le gain espéré. Donc ça c'est un peu le paradigme thermique économique. La logique thermique est dans ce sens-là, la logique économique en général est plutôt dans l'autre sens. Et le dernier pilier, c'est qu'une fois qu'on a optimisé donc ses besoins, ses consommations, et là on joue sur le mix énergétique pour aller chercher des énergies gratuites, des énergies renouvelables. Donc je vous le répète, dans le cadre du décret tertiaire, est valorisé spécifiquement tout ce qui est récupération de chaleur fatale. Donc chaleur fatale, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est dégagement de chaleur lié au fonctionnement d'un process, mais qui est inhérent au fonctionnement de ce process, mais qui ne contribue pas au conditionnement thermique du bâtiment. Un groupe froid génère du... Tu l'as pas éteint 2 fois ? Ah, d'accord. Un groupe froid génère, par le principe de la thermodynamique, du chaud qui est dégagé, donc il fait du froid dans le bâtiment, et le chaud est dégagé aux petits oiseaux. Une récupération de chaleur consiste à venir se greffer derrière ce groupe froid, récupérer la chaleur et la réinjecter dans le bâtiment pour du chauffage d'eau chaude sanitaire, pour un local qui aurait besoin de chaud parce qu'on est en intersaison. Voilà. Donc cette consommation d'énergie dite gratuite est dégrégée de votre consommation totale. Quand on va travailler sur des notions de 50% de réduction, 60% de réduction, on va commencer à travailler sur de la rénovation lourde. Et là, il y a 2 concepts que je souhaitais aborder avec vous sur des notions de conception un peu réfléchie. On n'est plus sur la simple régulation, on n'est plus sur le changement d'un système. Et encore, ça peut s'apparenter ici. Donc il y a 2 notions sur lesquelles il faut faire attention. On parle d'une réglementation à 2050 avec une réduction de moins de 60%, donc on va s'attaquer à des actions lourdes. Et donc il faut penser le programme d'amélioration, enfin plutôt le bouquet d'actions d'amélioration, sous 2 angles. L'angle du confort adaptatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un bâtiment de bureau classique, le confort est jugé par, je vois 22 sur mon thermostat, j'ai froid, je mets 26, et puis en fait peut-être que dans la pièce j'ai 23, mais je me sens bien parce que c'est marqué 26 et que j'ai 23. On raisonne beaucoup sur la température d'air. Le confort est un croisé de tous les paramètres que j'ai écrits ici. Et donc par exemple, un des gains possibles, vous climatisez en été, vous dites il fait très chaud, je mets 22 degrés, je suis bien, la température globale elle est peut-être à 24. Voilà. Une des possibilités, c'est de travailler avec le mainteneur et de dire tu vas changer sur la période estivale le débit de vitesse d'air des ventiloconvecteurs ou autres, et en fait on va peut-être avoir une température d'air plus haute, 24 degrés, 25 degrés, mais avec le mouvement d'air, la personne aura la même sensation de confort. Et donc au final, c'est tout un jeu, mais j'ai compensé de la consommation thermique d'un groupe froid par un peu de surventilation, et l'un dans l'autre, je m'y retrouve à confort équivalent. Donc là-dessus, il y a aussi à travailler là-dessus pour les gains énergétiques. Et la deuxième vision, c'est toujours se poser la question du demain. Aujourd'hui, toutes les prévisions météorologiques montrent une forte dérive du climat, avec des scénarios aujourd'hui à plus 2 degrés, plus 4 degrés, même envisagés en 2050, date de la fin de l'obligation pour le moment. Et donc, il faut intégrer ces notions de changement climatique par le biais notamment de simulations dynamiques ou autres qui sont pour le moment, je pense, les seuls à pouvoir répondre et se projeter par le biais de scénarios climatiques sur comment sera votre bâtiment à cette période influée de ce climat. Et donc ça va vous permettre j'atteins mon seuil de réduction de consommation d'énergie, mais j'ai quand même un bâtiment qui reste viable. C'est pas le tout d'avoir un bâtiment qui consomme rien si j'ai personne dedans, si je peux pas louer à des locataires. Voilà, on va y revoir un peu plus tard sur les opportunités, mais faut garder ça en ligne de fond pour que
ma conception et ma rénovation, ça soit pas juste du CAPEX et de l'atteinte d'objectifs réglementaires. Et donc là, c'est Benjamin qui va nous parler un peu comment les usagers peuvent agir sur la conso. Bien, merci beaucoup messieurs pour ce décryptage éclairé et éclairant du décret. Vous devez vous dire qu'est-ce qui reste à dire après tout ça. Une chose peut-être, alors je vous avoue j'ai été censuré parce qu'à la base le 1 c'était pour dire un coup de gueule. Donc, mais bon, il était aussi valable pour ce qui est inscrit. 1, c'est le nombre de fois où le mot comportement est utilisé dans le décret. Et donc, je trouve que c'est un petit peu le parent pauvre du sujet. D'autant plus que, alors en ordre de grandeur et sans remettre bien évidemment en question les chiffres qui ont été annoncés juste précédemment, il n'y a pas de raison que le gâteau soit pas partagé en 4 entre travailler sur mon enveloppe, investir dans des équipements plus performants, les régler de manière efficiente et de travailler sur le comportement final des occupants. C'est du coup comme ça. Alors, on a plusieurs possibilités. Il y a la technologie qui est là pour nous aider. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la solution intermédiaire est plus efficiente énergétiquement à travers un tube LED qu'un tube fluorescent. Bien souvent, on oublie peut-être une tierce solution. Est-ce que la solution la plus optimale, c'est pas la LED qui est tout simplement éteinte ? Je trouve que dans le décret, on aborde beaucoup justement ces notions situées sur la partie gauche. Nous, on est là aussi pour rappeler que on a beau avoir le meilleur éclairage du monde, si à un moment donné, il n'y a personne qui appuie sur un bouton. Alors, il y a de l'automatisation bien sûr, mais pas partout. Si personne n'appuie sur le bouton le soir en partant, on a raté quelque chose. Et ça, on pense que c'est un levier vraiment très pertinent, très important sur le sujet. D'autant plus que ce qui est souvent constaté avec l'approche technologique de la chose, c'est la notion d'effet rebond. Alors, la définition d'un effet rebond, c'est tout simplement annuler les bénéfices, les gains qu'aurait apporté une solution technologique pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est qu'on en abuse. On va avoir tendance à se dire, comme la solution technologiquement est performante, je peux plus l'utiliser et finalement on retombe dans les mêmes travers de consommation ou de surconsommation. Et le deuxième fait, c'est le mauvais usage que l'on pourrait en faire. Et de ce fait, une fois de plus, on ne va pas au bout du potentiel de gain. Nous, on travaille pas mal avec des bailleurs sociaux et dans certains bâtiments sur lesquels on a déployé beaucoup de solutions technologiques pour améliorer bien évidemment le confort et le quotidien des occupants. On voit que un manque d'accompagnement sur l'utilisation, sur l'usage de ces technologies provoque un effet inverse, tout simplement parce qu'on n'a pas accompagné tout ça dans la prise en main des choses. D'ailleurs, on a travaillé il y a quelques années aussi avec Green Alternative sur le fait de former un grand éphémère. Oui, pardon. Citron, le Green Alternative, c'est l'ancien nom. Et je suis resté un petit peu au basique. Donc avec Citron, à l'époque où il s'appelait Green Alternative, nous avions travaillé pour un grand éphémère où on avait formé les équipes de l'exploitant justement sur non plus faire que le bâtiment fonctionne et que les matériels fonctionnent, mais qu'ils soient performants. Et ça, c'est très important aussi d'accompagner lorsque vous faites des gros travaux de rénovation, des gros changements d'équipement, d'accompagner l'exploitant sur le fait qu'il sache bien utiliser le tout. Alors, je n'ai pas compris comment je fais pour changer les slides ici.
Donc, quel est l'enjeu par rapport à ça? De manière générale, on utilise le terme comportement, mais il y a tout un mécanisme qu'il y a derrière un comportement. C'est déjà la manière dont on perçoit les choses, ce qui nous fait réfléchir d'une certaine manière, puis nous comporter et avoir un agissement, un comportement spécifique au regard du sujet. Et après, tout ça devient des habitudes et ça rentre même dans la culture. Donc c'est tout un mécanisme complet pour pouvoir aider au changement de comportement. Alors ce qui est bien avec les changements de comportement, c'est que globalement, il n'y a pas forcément d'investissement à avoir particulièrement au regard d'acheter un matériel ou de lancer des grands travaux. Le pendant à tout ça, c'est que c'est pas facile. Donc Vianney, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas facile parce qu'on a tous envie de changer, mais où on est tous conscients qu'il faut changer. Il y a une actualité d'ailleurs sur laquelle c'est assez partagé. Il y a certaines fois où, en l'occurrence ici, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur le comportement et qu'il faut changer ses comportements, mais au moment où il faut y aller, eh bien, c'est toujours plus compliqué de réussir à embarquer tout le monde. D'où l'idée de se creuser la tête sur comment est-ce que je peux faciliter ces changements de comportement. Je parlais d'un client avec qui on travaille historiquement, qui est un bailleur social. Il avait l'habitude de me dire, oui, il y a la température de confort, mais il y a aussi la température de paix sociale. Et pour le coup, c'est pas du tout la même. Et donc, il faut savoir jongler entre tout ça. Ça fait 10 ans que je navigue entre direction RSE, services généraux, direction immobilière. J'ai entendu à de très nombreuses reprises, je comprends pas, est-ce que les gens font ça chez eux? De toute façon, ils s'en fichent, c'est l'entreprise qui paye. Si on s'arrête à ça, effectivement, on ne changera pas les comportements et on n'ira pas au bout de la performance. Et au regard des ambitions d'efficacité énergétique, je pense que c'est important de ne pas se priver de cette dernière brique. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme comportement est utilisé une fois dans le décret. Alors, imaginez-vous qu'il ne donne pas les recettes pour pouvoir agir sur ce levier. Donc, j'aurais bien fait un aussi beau décryptage que mes confrères. Mais bon, décrypter le terme comportement, c'était assez rapidement fait. De ce fait, ce qu'on a décidé de faire à la place de décryptage, c'est de vous donner quelques clés qui pourraient vous permettre justement d'agir sur ces comportements. Donc, une vidéo. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'il y aura le son parce que j'en ai besoin. Any small feature in the environment that attracts our attention and influences the behavior that we make. Nudging is done by what we call a choice architect, which is a fancy term for anyone who influences the choices that you make. Ça existe avec des buts de foot aussi. Nudge. We change our behavior to fit in with what we see around us. Nudging means that you want to help people to do something that they like themselves. He's made economics more human. Alors, on a volontairement montré une vidéo. Alors, je vais couper Outlook parce que c'est le responsable ces bruits intempestifs depuis tout à l'heure. Quitter, si j'y arrive. Voilà. Et je reprends ici.
Donc on a volontairement choisi une vidéo qui n'est pas sur les green nudge. Alors tout à l'heure je parlais d'un coup de gueule, nudge, la traduction française c'est coup de pouce, en vrai c'est coup de coude, mais bon en français on dit plutôt un petit coup de pouce. Donc c'est simplement un outil simple qui vous permet de changer un comportement vers un comportement plus vertueux, soit pour l'individu, soit pour la société de manière générale. À la base, c'est quelque chose qui est né à travers l'économie et qui a été repris par le monde de l'environnement à travers les green nudge. Donc on a choisi cet exemple parce que si c'est considéré dans l'économie, en général, c'est que derrière, c'est que ça doit plutôt pas trop mal fonctionner. Alors j'arrive toujours pas, voilà. Donc des nudges, il y en a un certain nombre. Il y en a 7 au final. Donc je vous propose juste de les balayer rapidement pour que vous voyez l'étendue du champ des possibles. Alors il y a la notion d'option par défaut. L'illustration la plus simple, c'est de paramétrer toutes les imprimantes que vous ayez en recto verso. En fait, l'être humain, de manière générale, a un comportement qui est justement pas très rationnel, et c'est pour ça que les nudges sont là pour nous aider. Il aime bien aussi qu'on lui facilite la vie, et de manière générale, eh bien, quand vous cochez par défaut l'option recto verso, on a beaucoup plus d'impressions qui vont sortir en noir et blanc. Et donc ça fonctionne un petit peu aussi sur le principe de la consigne avec la température de confort à 19 bien évidemment, qu'on va caper à plus 3, moins 3. Du coup ça donne justement un cadre par défaut pour les utilisateurs. On aime bien se comparer aussi dans notre société. Déjà, c'est important parce que ça nous donne des points de repère et on sait se situer. Et de ce fait, la comparaison en donnant la performance d'un bâtiment, d'un étage, peu importe, par rapport à une consommation ou à une situation de référence, aide à nous jauger et induit naturellement dans le mécanisme de réflexion et d'action une tendance à vouloir dépasser cette limite, à une tendance à s'améliorer. Donc ça, c'est pour tout vous dire un extrait de ma facture de consommation électrique. Et donc aujourd'hui on a beaucoup de moyens qui nous permettent de suivre les consommations, donc c'est d'autant plus facile de pouvoir proposer à des utilisateurs des données de référence à communiquer au sein de l'entreprise ou du site, peu importe. Il y a aussi une influence que l'on peut avoir sur les comportements à travers la manière tout simplement de présenter les choses. Alors vous avez l'exemple du Nutri-Score ou de l'affichage environnemental où on va mettre en avant des produits avec une plus grande performance énergétique. Donc c'est vraiment la notion d'information mise en avant pour induire le comportement. On retrouve beaucoup ça aussi dans les cantines ou dans la restauration. Le fait de bien présenter les produits qu'on a envie de plus mettre en avant. Alors on trouve beaucoup de nudge dans le marketing, vous le comprendrez. Là c'est exactement le même schéma. En mettant en plus en avant les fruits et légumes, en recouvrant le pain d'un couvercle, on va inciter les gens à prendre plus de légumes et à prendre moins de pain. Moi j'adore cet exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 3 à Paris. C'est les passages piétons en 3D, et ils ne sont pas du tout en 3D, ils donnent l'impression d'être en 3D, et ça provoque naturellement un effet de ralentissement du conducteur qui est un peu étonné de voir tout ça. Et je trouve ça très drôle. C'est dommage qu'il n'y avait pas ça à l'époque des Beatles, là. Ça aurait fait une super photo. L'alerte, alors ceux qui sont observateurs verront peut-être que chez nous, il y en a à certains endroits au niveau des extincteurs. Alors peut-être pas dans cette partie de bureau d'ailleurs, non, ça doit être de l'autre côté. On a transformé les extincteurs en bouteilles de plongée.
le fait aussi d'alerter. Alors on a classiquement et historiquement utilisé beaucoup l'affichage comme étant un élément de communication, sauf que l'affiche que l'on voit tous les jours à la cafette, ça atteint ses limites. Là on vient vraiment mettre les éléments d'alerte et d'affichage au plus proche de là où on veut faire agir sur le comportement. Alors là, on a la notion d'alerte un petit peu pushy, on va dire. Tout ça peut se faire bien sûr avec des tons décalés, de l'humour, etc., etc. À l'image de ce qu'il y avait tout à l'heure sur la petite araignée là dans l'urinoir. J'ai vu la dernière fois, je crois que c'était dans une gare. Oui, on posait une question au-dessus du toilette avec répondre oui ou non, et la bonne réponse était située du côté où ça déclenchait le plus petit des bidots au niveau de la chasse. Voilà. C'est un autre exemple qui est assez intéressant. L'être humain aussi a une tendance assez naturelle à penser à lui. De ce fait, le fait de mettre en avant certains bénéfices ou à l'inverse certaines pertes qui pourraient être produites influence naturellement les changements de comportement. Donc là, par exemple, mettre en avant le fait que prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est bon pour la santé. Que le fait d'utiliser, de marcher, de pratiquer le vélo, c'est également bon pour la santé. Ce sont aussi des éléments qui conditionnent assez fortement nos comportements. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle, mais ça marche pareil aussi avec ceux qui veulent arrêter de fumer. Vous avez des applications qui vous disent tous les jours tu as économisé tant, tu as économisé tant. Eh bien, ça aide justement à prolonger l'effort. Le jeu, alors toute espèce animale joue, et notamment encore plus les animaux. Ça se perd un petit peu. Je trouve que des fois on se prend un peu trop au sérieux, alors que justement s'amuser un peu fait beaucoup de bien. Alors vous avez cet exemple qui est dans une gare SNCF. La première fois que ça a été fait à Stockholm, si je ne dis pas de bêtises. C'est un escalier musical. Et donc, en fait, les gens ne prennent pas l'escalier parce que c'est bon pour la santé. Ils prennent l'escalier parce que ça fait de la musique. Et c'est tout simplement sympa de faire de la musique quand on prend un escalier. Bilan des courses, 66% d'utilisation en plus de l'escalier traditionnel versus l'escalator. Pour aller au-delà du jeu, l'engagement, alors on a pris quelque chose d'actualité. Je ne suis pas sûr de vous représenter tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020, donc j'en profite. J'espère que vous avez été aussi des bons captains de soirée le soir du réveillon. L'engagement aussi conditionne beaucoup notre comportement parce que tout simplement, soit c'est un engagement qu'on a pris envers nous-mêmes et on ne veut pas se décevoir, soit c'est un engagement qu'on a pris versus les autres et de ce fait, on a plus facilement tendance à tenir ces engagements. Alors ça peut être tout bête, ça peut être affiché sur des écrans. Aujourd'hui, je m'engage à prendre les escaliers. Aujourd'hui, je m'engage à ne pas imprimer. Il ne faut pas avoir peur du déclaratif. Souvent, on me dit « Ah oui, mais si on fait ça sur la bonne foi des gens, on va se faire gruger, etc. » Non, je pense qu'on peut faire confiance, tout simplement. Ne serait-ce que s'engager avec soi-même conditionne beaucoup, beaucoup de choses. Juste quelques points de vigilance, parce que bien évidemment tout ça n'est pas magique. Il faut faire attention aux messages que l'on véhicule, surtout quand on veut un peu jouer avec les choses comme ça, notamment au contexte socio-culturel. C'est toujours pareil, un changement de comportement, ça doit s'ancrer sur la durée. Donc si on lance une campagne de nudge pendant une semaine, eh bien on va voir un effet. Et puis si on arrête tout du jour au lendemain, eh bien à un moment donné on va retomber dans ses travers. Donc il faut ancrer ça, savoir renouveler les différents messages.
Ça reste aussi que des coups de pouce hein, dans tous les cas. Donc il faut en mettre plein, des coups de pouce tout simplement. L'effet rebond, ça peut également exister. Et puis, comme je disais, on reste aussi dans une approche pédagogique et un peu ludique. Donc attention à ne pas trop tourner tout ça dans tous les sens et de tomber dans les effets de manipulation. J'en ai tout dit pour ma partie, je crois que c'est toi Thomas qui reprend. Oui, je vais reprendre rapidement sur une ouverture un peu de ce décret tertiaire avant de laisser place à quelques questions-réponses. Voilà, on a parlé très texte, après un peu technique, après le comportement. Mais bon, il faut voir que ce décret tertiaire qui peut apparaître comme une contrainte, moins 60% en 2050, bon, déjà il est plus gentil que celui qui a été sorti en 2017 qui donnait que 3 ans pour faire 20%. Lui, il nous laisse une trentaine d'années. Avec tout ce qu'on a mis en place pour y arriver, il faut aussi le mettre en perspective de toutes les autres obligations, démarches que vous avez. Et donc ne pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité de fiabiliser d'autres démarches et de s'en servir plus comme d'un outil que d'une sanction réglementaire qui, si je m'y adapte pas, c'est 7 500 € et aille mon portefeuille, aille la honte. Donc j'ai listé quatre opportunités à mon sens. La première, c'est la complémentarité avec l'audit énergétique loi d'ADU. Je vous en ai déjà parlé. Pour les grandes entreprises, elles ont cette imposition. La loi est finalement pas si mal faite, le décret sort après coup, et tout ça alimente un cercle vertueux. L'audit énergétique détermine des plans de travaux qui alimentent l'obligation de suivi et de plans de travaux du décret tertiaire. Le décret tertiaire, lui, implique un suivi des consommations énergétiques qui est autant d'éléments importants pour les audits énergétiques. Puisque à chaque fois qu'on se retrouve sur un audit, c'est il faut les 3 dernières années, mais c'est au service comptable, mais il a archivé, voilà. Donc là vous êtes obligé, on récolte les informations sans problème. Une autre opportunité plus large, c'est que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, tous les éléments récoltés sur la plateforme Opera seront consultables de façon anonymisée à tout à chacun. Donc ça va commencer à constituer une grosse base de données pour le coup de quelque chose facile à placer un bâtiment sur ce type de retour d'expérience. Vous avez aussi une opportunité de maximisation de la valeur vénale des actifs avec un effet qui est direct. Aujourd'hui, sur un bâtiment de bureau classique, le coût d'exploitation énergétique, c'est environ un quart du budget. Donc si vous venez le gréver de 60%, c'est autant d'euros gagnés directement. Et par ce mécanisme, vous allez aussi replacer votre actif sur le marché qui lui-même va devenir tendu par cette obligation. Demain, je vends mon actif, j'ai fait que 10% de l'atteinte de mes objectifs. Il va peser peut-être moins dans la balance que celui qui a fait 50% de ses objectifs. Si je l'achète, en gros, j'ai plus grand-chose à faire. Donc tout ça va rentrer en jeu et ça peut être une opportunité de valorisation également. Et deux autres points. On parle beaucoup consommation, mais en fait, la logique derrière gouvernementale, c'est les gaz à effet de serre, changement climatique, avec pour objectif aujourd'hui une neutralité carbone à 2050. Donc neutralité, ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire j'émets le moins possible et le reste de ce que j'émets, je devrais le compenser. Donc qui dit compensation dit également finance, euros. Donc plus j'arrive à diminuer mes consommations, plus je m'inscris dans la démarche, moins je paye pour compenser. À titre d'exemple, aujourd'hui, un bâtiment de bureau sur 50 ans de vie, son analyse de cycle de vie montre qu'il émet à peu près 4 tonnes équivalent CO2 au mètre carré. Sur ces 4 tonnes, il y a 1 tonne qui est représentée par les consommations énergétiques. Donc si je viens gagner 50% de ça, je gagne environ 12-15% de mon émission de gaz à effet de serre sur mon patrimoine, accumulé du fait que potentiellement j'ai changé aussi mon mix énergétique sur des énergies moins émettrices.
Et c'est aussi un outil pour alimenter directement vos politiques RSE et politiques de développement durable, avec des objectifs qui sont déjà fixés, des éléments qui vous contraignent à faire des programmes d'action qu'il n'y a plus qu'à copier-coller entre guillemets dans les différentes démarches. Ça vous laisse plus de temps à vous concentrer sur les autres sujets qui sont parfois peut-être moins traités, parce qu'aujourd'hui la brique énergétique est une brique quasiment incontournable. Et ça vous permet, sur tout ce qui est système de certification, de notation, de venir implémenter justement ces briques qui sont largement importantes. Dans le GREVS, par exemple, c'est une brique qui pèse à peu près 25% de la notation. Dans l'HQE, c'est des choses qui sont rarement mises en place. Là, j'ai mis quelques exemples d'actions qui sont rarement mises en place, poussées par le décret tertiaire. En gros, toutes les lignes que j'ai mises vont quasiment être mises en place. Donc voilà, c'était histoire de dire, la loi c'est une chose, on a 30 ans pour s'y coller, et ça alimente quand même plein d'autres éléments. Merci. On va passer au... Ça fait toujours du bien. On va passer aux réponses aux questions. Alors merci beaucoup, vous étiez nombreux à nous solliciter sur la plateforme. Anonymous notamment était très fort. Il y en a beaucoup parlé Anonymous. Alors m'en voulez pas, hein, il y aura pas de censure, mais comme l'heure est un petit peu avancée, puis il y a eu pas mal de réponses qui sont intervenues au fil de l'eau si votre question passe pas. Mais qu'elle était importante, vous nous le signalez. Comment arbitrer la répartition des actions entre le bailleur et le locataire? Alors, le bailleur et le locataire, en fait, là, la réponse, elle est... Pardon, faut que tu prennes le micro, parce que tu es filmé depuis tout à l'heure et ça passe en live. Alors, la réponse, elle est pas dans le décret tertiaire. La réponse, elle est dans votre bail commercial. C'est-à-dire que entre un locataire et un propriétaire, il y a toujours un bail commercial. C'est le contrat qui régit en fait les relations qu'il va y avoir entre le propriétaire et le locataire. Et en fait, c'est ce bail qui va définir qui doit mettre en place telle ou telle action. Alors, il y a deux sujets qu'on peut souligner, à ce sujet-là. Enfin, deux éléments. Le premier, c'est que en général, pour savoir qui, alors c'est pas une vérité générale, mais souvent, ce qu'on dit, c'est que pour savoir qui doit mettre en place une action, des travaux ou quelque chose dans un bâtiment, on considère que si ça peut se déplacer, donc sous-entendu, si le locataire peut partir avec, c'est que c'est un élément qui doit être pris en compte par le locataire. Si ça peut pas se déplacer, c'est que c'est un élément qui doit être pris en compte par le propriétaire. Ce que je viens de dire, c'est faux, mais c'est un élément de référentiel. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu une autre obligation qui n'était pas contraignante de souvenir et qui du coup n'a pas été beaucoup suivie, c'est le bail vert. Depuis, je ne sais plus quand, pour être honnête, une annexe environnementale, donc ce qu'on appelle le bail vert plus communément, doit être annexée au bail pour les bâtiments de plus de 1000 m², ou 2000, j'ai un doute. 2000 m², pardon, qui était le premier seuil de l'ancien décret tertiaire. Enfin, du décret tertiaire qui est sorti en 2017 et qui est reparti. Donc, voilà, donc en fait la réponse elle est pas elle est dans vos baux, mais elle n'est pas dans le décret tertiaire. Merci. Question de Monsieur Amoros. DPE, audit, loi DALU, décret tertiaire, RT 2012, RE 2020, quelle cohérence, quel mode de calcul, périmètre soumis et responsabilité? C'est une question super large ça. On pourrait refaire une conférence sur chacun de ces éléments-là. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le décret tertiaire est une loi à part entière sur laquelle on peut s'appuyer sur d'autres éléments qui sont comme l'audit énergétique pour répondre au décret tertiaire, mais le décret tertiaire est une loi à part entière. C'est-à-dire que vous ayez fait un DPE ou pas sur un bâtiment, peut vous aider ou pas, mais ça ne répondra pas à l'obligation du décret tertiaire. Si vous avez déjà fait un audit énergétique, ça peut vous aider parce que vous avez une liste d'actions. Ça peut vous aider parce que vous avez déjà le dossier technique de modulation qui est, on va dire, prémâché, mais vous n'avez pas encore commencé à répondre au décret tertiaire. Donc, toutes ces lois, elles n'ont pas été faites n'importe comment. On voit qu'ils ont commencé par donner un objectif, après par l'obligation de se poser la question avec l'audit énergétique, après par toute une succession d'éléments qui terminent par l'aboutissement qui est de dire bon, maintenant on atteint un résultat. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais elle n'était pas évidente. Y a-t-il une obligation de faire appel à une entreprise homologuée comme pour l'audit énergétique? Dans ce qui est stipulé, non.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur toute la démarche qui a été présentée sur les 6 étapes, vous pouvez très bien le faire en interne si vous êtes compétent. Et concernant les sujets, il y a juste concernant les dossiers techniques pour introduire des modulations, où là, je le répète, sur les éléments architecturaux, dans le cadre de bâtiments historiques ou classés, il faut faire appel à un architecte compétent dans ce domaine. Et concernant les modulations énergétiques avec des TRI ou des non-atteintes de gains, voilà, c'est assez ouvert dans l'arrêté, en tout cas celui qui est à ce stade, qui est sorti il y a 2 jours. Voilà, il y a le référent qui a fait les audits énergétiques, enfin le profil tel qu'a été fait les audits énergétiques de la loi d'ADU, ou un ingénieur conseil, ou une personne compétente techniquement dans le domaine. Donc c'est pas très restrictif et a priori pour le moment pas de notion de qualification particulière ou labellisation. Merci. Du coup, les seules qualifications qui sont obligatoires, c'est sur le technique. Il y a une qualification qui est obligatoire comme au PQIB et l'NE, et c'est exactement le même référentiel que l'audit énergétique pour ceux qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là, mais pas pour effectivement le sujet global. Est-ce qu'un contrat vert, énergie renouvelable fourni par le prestataire, est pris en compte par la loi au titre de compensation ? Alors, je me fie aux questions-réponses vues pour le moment sur le sujet et je vous les rapporte. Non, aujourd'hui, il n'y a même pas de compensation, comme je vous l'ai présenté, d'énergie renouvelable au sens propre. Le photovoltaïque, par exemple, n'est pas pour le moment considéré. Autoconsommation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas alimenter le taux de réduction. C'est-à-dire que c'est une consommation que vous faites. En fait, effectivement, l'autoconsommation va venir moduler l'objectif. Donc en modulant l'objectif, c'est-à-dire qu'on a moins d'efforts à faire. Alors, on doit atteindre un objectif qui est moins ambitieux. Pour revenir sur l'énergie verte, elle n'est pas considérée comme telle pour le moment. Enfin, l'électricité verte n'est pas considérée comme telle pour le moment. Okay. Une question qui doit, je pense, venir en complément de l'exemple que tu avais donné pour le CEA. Sur un même terrain, j'ai 2 bâtiments distincts, un pour des activités tertiaires et l'autre non. Dois-je prendre en compte les 2 ? Alors, la première question, c'est même terrain, ok. Est-ce que c'est la même entité fonctionnelle ? Donc ça, c'est un premier élément à vérifier. Le second élément à vérifier, c'est est-ce que le bâtiment tertiaire en lui-même fait 1000 m², parce que du coup, lui a dans ces cas-là forcément quelque chose à faire. Et ensuite, ça dépend de pour la partie industrie, si c'est un bâtiment purement industriel, on n'a pas besoin de le prendre en compte. Après, il faut regarder si c'est le même terrain et qu'il y a une partie d'industrie, il faudra quand même travailler sur la partie tertiaire. Okay. Comment intégrez-vous les entreprises disposant déjà de leur plateforme de collecte de données énergétiques dans votre schéma global ? Bienvenue, il n'y a pas de problème. Si vous en avez déjà une, déjà bravo, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau de mettre des plateformes comme celle Citron Énergie ou comme d'autres en place. Mais bienvenue, on n'a pas d'exclusivité avec on a produit notre plateforme à la base parce qu'on avait besoin de cet outil pour nos ingénieurs en efficacité énergétique. Et puis progressivement, nos clients nous ont dit il est vachement intéressant votre outil, on voudrait aussi y avoir accès. Donc on l'a commercialisé. Mais c'est pas un problème du tout, au contraire, c'est même bien parce que du coup ça veut dire que vous avez déjà un historique de vos consommations énergétiques sur lequel vous pouvez capitaliser et du coup vous avez plus de chances de remonter loin entre guillemets pour chercher une année de référentiel qui sera élevée. Ok. Question sur l'année de référence. La référence est en 2010. Comment faire pour obtenir l'exhaustivité des consommations de 2010 d'un bâtiment, sachant qu'une partie des locataires sont partis ? C'est répondu, hein. D'accord, ok. Qu'en est-il des structures administratives multiples chez un opérateur immobilier vis-à-vis de la plateforme Opérate ? Même contrainte que l'audit d'ADU. Alors, j'ai besoin de la lire celle-là. Et vous ? Voilà. Ouais. Oui. Beaucoup de sous-sociétés, de SCI, de sociétés en participation, etc. La question, et a priori, d'après ce que j'ai vu dans la plateforme Opéra, c'est qu'il faut déclarer un utilisateur pour chaque structure. Je vous laisse imaginer des gros opérateurs qui ont 50, 100 structures différentes. Il va falloir qu'ils saisissent dans la plateforme Opéra 50
entités différentes. Effectivement. Alors évidemment, le référentiel, c'est plus le bâtiment que la structure. Mais effectivement, plus on a de bâtiments, plus on a de structures différentes, plus on a une saisie qui est complexe. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que sur la plateforme Citron Énergie, on a développé une fonctionnalité qui est un bouton. Vous appuyez dessus. Alors il faut avoir il faut avoir paramétré le truc pour. Mais vous appuyez dessus et ça télécharge automatiquement un fichier qui est illisible. C'est un fichier CSV, donc c'est que du texte. On ne pourrait rien en faire à part l'uploader sur la plateforme Operate. Mais en fait, l'idée, c'est justement d'automatiser du coup. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, quand on disait les choix que vous avez pour pouvoir faire justement ce suivi. Si vous avez quelques bâtiments, quelques structures juridiques, etc., ça se fait à la main ou en étant à la main avec Excel ou en étant accompagné, ça reste jouable. Dès qu'on dépasse un niveau de complexité important, l'automatisation est évidemment pas obligatoire, mais quasi indispensable si on passe sur des nœuds au cerveau. Et le corollaire, c'est on perd la notion de bénéfice du patrimoine. Et le corollaire, c'est on perd quoi? Si moi j'ai un patrimoine de 20 immeubles qui sont répartis sur 5 structures, je ne peux pas apprécier mon économie globale sur mes 20 immeubles. Oui. Je suis obligé de l'apprécier entité par entité. Tout à fait. C'est pas super sympa. Je transmettrai aux intéressés, mais Vous avez le droit à des coups de gueule aussi. Entre mon année de référence et ma première déclaration, j'ai fait des travaux d'extension. Comment intégrer ces augmentations d'activité et donc de consommation? Ça va s'intégrer directement dans les déclarations que vous faites. Donc vous allez déclarer des mètres carrés en plus, puisque tous les ans, dans la déclaration annuelle, vous vous souvenez, vous déclarez des surfaces. Donc votre surface va augmenter. Et vous déclarez des indicateurs d'usage et vous déclarez donc un nombre de personnes, une amplitude horaire. Et donc automatiquement, sur la base des références, c'est ça qui manque aujourd'hui dans l'arrêté, des références de calcul par typologie d'activité, va être recalculée votre consommation de référence et donc va être reprojetée la consommation absolue si vous êtes sur quelque chose de relativement neuf. En plus avec une extension, ça peut être pertinent, ou la consommation relative avec les moins 30, moins 40, moins 50, moins 60. On pourrait presque voir le fait de faire une extension comme une action en matière d'efficacité énergétique, parce que quand on fait une extension, on rajoute de la surface, mais on va rajouter de la surface qui est, si on fait les choses de la bonne façon, on va rajouter de la surface qui va consommer très peu, qui sera au niveau du seuil d'atteinte des bâtiments nouveaux, entre guillemets. Du coup, vous allez faire diminuer la consommation globale par rapport à la surface, on appelle l'IPE, l'indice de performance énergétique globale du bâtiment, parce que vous allez rajouter de la surface dont la consommation énergétique ne sera pas proportionnelle à la consommation de la surface précédente. Les parkings sont-ils intégrés à la surface de plancher prise en compte pour le calcul du seuil? Le décret parle de surface de plancher accessoire. Non. Alors en fait, c'est effectivement je me suis renseigné hier là-dessus parce que c'est effectivement une question qu'on m'a beaucoup posée. La surface donc c'est sur le mot surface de plancher. Quand on le regarde sur Google et qu'on regarde des références sérieuses, c'est l'intérieur d'un bâtiment où on enlève un certain nombre de choses, dont les surfaces de parking. Aussi. Alors, tout ce que je vous raconte ici, c'est mon appréciation. Enfin, c'est ce que j'ai compris de la loi. Donc, on a quelque chose qui va un peu plus loin. On va faire quelque chose avec un avocat qui pourra y répondre dans les détails. C'est ce que j'ai compris en allant sur Internet et en cherchant des sources sérieuses. Je passe quelques questions sur les amendes et sanctions. Je pense que ça a été pas mal répondu, sauf si quelqu'un, l'auteur me contredit. Quelle est la logique entre l'audit énergie tous les 4 ans et la publication annuelle des consommations sur Operate? Il n'y a pas nécessairement de logique entre les deux. C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont contraintes. Dans un cas, on est sur les bâtiments de plus de 1000 m². Dans l'autre cas, on est sur les sociétés de plus de 250 salariés ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan. Il n'y a pas forcément de logique entre les deux. Par contre, si on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est parce que l'audit énergétique que vous avez pu faire ou pas est un outil qui va vous permettre de travailler sur votre dossier technique. Après, l'audit énergétique comprend une année de référence. C'est l'année sur laquelle vous avez fait une consommation, sur laquelle vous avez fait votre consommation énergétique. Vous pouvez déclarer l'année l'année de référence de votre audit énergétique comme l'année de référence que vous avez déclarée sur Operate. À ceci près qu'il faudra être capable de la justifier si jamais on vous demande. Si vous dites je consomme 1000 kWh pour un bâtiment de 10 000 m², on va dire tiens, voilà, vous prenez l'année que vous voulez, mais il faut être capable de justifier avec des éléments tangibles. Il en reste pas mal, j'en prends
3 de manière arbitraire pour pouvoir respecter plus ou moins le timing qu'on a déjà légèrement dépassé. En cas de copropriété qui doit suivre la loi Elan, est-ce le rôle du syndic qui est en charge du paiement des factures? Elle est balèze cette question. Hein. Alors, juste un élément de réponse, c'est que en fait, chaque propriétaire est responsable de sa zone. Donc, en cas de copropriété, chaque personne est responsable de la zone dans laquelle il est situé, enfin sa propriété à lui au sein d'un bâtiment en copropriété. J'ai absolument aucune idée de la réponse pour les parties communes qui appartiennent à tout le monde. Je me renseignerai, je répondrai. Joker. La consommation des bâtiments est-elle ramenée au nombre d'utilisateurs? En d'autres termes, la densité d'usage est-elle potentiellement un facteur défavorable? Alors, c'est pas un facteur défavorable. L'évolution n'est pas un facteur défavorable dans la mesure où, en fait, on peut considérer le nombre de personnes sur site comme un critère de modulation d'activité. C'est-à-dire que si vous considérez que votre activité, elle dépend du nombre de personnes qui travaillent, votre volume d'activité dépend du nombre de personnes qui travaillent chez vous, dans l'entreprise, et vous allez pouvoir dire que cette année on est 10, l'année prochaine on est 20. Du coup, proportionnellement, les consommations énergétiques n'ont pas à bouger entre 10 et 20. C'est proportionnel. Juste petite précision sur ce sujet. Comme je le disais tout à l'heure, le mécanisme de calcul de la plateforme Opérate va définir à une typologie d'activité donnée un volume d'activité associé. Est-ce qu'un bâtiment bureau standard, c'est 10 mètres carrés par personne? Et en fonction de ça et de ce que vous déclarez dans votre déclaration annuelle, la modulation sur le volume d'activité qui est lié à ces indicateurs d'intensité d'usage va se faire automatiquement. Il y avait un autre élément que je voulais dire. Je l'ai mangé. Ça tombe bien, on n'a plus trop de temps. Bon, question suivante. Et dernière question. Donc, Charlène vous remerciera de votre réponse. Où trouver ou comment calculer les scénarios de consommation de bâtiments liés au réchauffement climatique? Peut-être pour toi. Alors là, c'est des notions. Là, on est plus sur des notions de simulation dynamique. C'est-à-dire que sur le cas d'un gros projet de rénovation, on va implémenter le programme travaux pressenti dans un logiciel numérique qui modélise le bâtiment en 3D, sur lequel on vient implémenter un scénario météorologique et charge à nous de prendre le scénario météorologique qui nous convient. Alors bon, c'est pas fait maison, hein. Il y a la Météo France qui travaille sur le sujet, il y a les climatologues qui font des fichiers météo type avec des degrés de dérèglement climatique, et après charge en fonction de la sensibilité du maître d'ouvrage sur est-ce qu'il est climato-sceptique ou pas, d'aller plus ou moins loin dans le sujet pour orienter le choix final du programme travaux. C'est sur des programmes qui sont significatifs, mais là, comme on parle de moins 60%, on va commencer à être sur des programmes significatifs. Donc à un moment donné, il faudra se poser la question. Après, le réchauffement climatique est pris assez naturellement par la plateforme Opérate, dans la mesure où elle prend en compte chaque année l'évolution de la température extérieure. Merci messieurs, merci à tous. Merci beaucoup de votre présence. Pour ceux qui ont encore quelques minutes et quelques questions, qui souhaitent tout simplement échanger, vous pouvez rejoindre l'espace où on a pris le café Les Viennoiseries.